Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver. Vous êtes chaque semaine, je ne cesse de le répéter, toujours plus nombreux à nous suivre, que ce soit ici sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. C'est uniquement grâce à vous, nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player, que nous pouvons vous proposer chaque semaine ces émissions en exclusivité. Alors, je suis particulièrement justement heureux et à cette occasion, je vous encourage aussi à mettre plein de pouces levez sous cette vidéo et puis à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas à cette chaîne YouTube en l'occurrence. Je suis particulièrement heureux puisqu'on a un peu tout bousculé cette semaine pour recevoir notre invité. Alors cet invité, ça fait des mois et des mois, voire des années que j'essaye de l'avoir. C'est absolument infernal tellement son emploi du temps est occupé. Donc je suis particulièrement heureux de le retrouver, d'autant plus que c'est vraiment l'invité qu'on souhaitait avoir cette semaine, vu évidemment la riche actualité qui occupe tous les médias, que ce soit les médias d'ailleurs mainstream, autant que les médias alternatifs. Voilà, je vous dis tout de suite son nom parce qu'on va pas faire durer plus longtemps la surprise. Il s'agit de Jean Lassalle. Bonsoir, cher Jean. Bonsoir, cher Eric. Je suis ravi enfin d'arriver à vous avoir parce que ça n'a pas été de tourpeau et puis il y a votre équipe là derrière les caméras, voilà, qui a été formidable. Donc voilà, on est vraiment particulièrement heureux. On a tout bousculé, puisque pour être honnête, on devait recevoir un autre invité, mais évidemment, quand Jean Lassalle nous propose de venir, bon là, tout de suite, on arrête tout. Alors, cher Jean Lassalle, évidemment, je ne vais pas vous présenter, tout le monde vous connaît, mais on va tout de suite commencer cette émission en entrant dans le vif du sujet. Et ce soir, vous l'avez compris, cela va être une émission spéciale. Nous allons évidemment parler de cette crise qui touche tout le monde paysan et agricole. Alors d'abord, première question, cher Jean Lassalle, que j'ai envie de vous poser. C'est peut-être anecdotique, mais j'entends souvent les commentateurs parler alternativement de paysans ou d'agriculteurs. Quelle est la différence entre ces termes et lequel préférez-vous? Bon, d'abord, rebonjour. Il y a une différence qui s'est faite à partir des années 60. Jusqu'aux années 60, c'était que les paysans. Parce que le paysan est l'homme du pays, par définition. Et puis, il y a eu une vague de bonherdisme, déjà, qui s'est abattue sur nous, comme les sauterelles dans d'autres endroits, et qui a fait que paysan, ça faisait un peu trop paysan. Donc, on a commencé à parler d'agriculteurs. Donc, du coup, il a fallu parler d'agriculture au lieu de paysannerie. Et depuis, l'agriculture a pris largement le dessus sur le paysan. Le monde paysan, vous le connaissez bien, non? Ah, je le connais, oui. J'y suis né. Et j'y suis né, j'y ai grandi, comme j'ai pu. Et d'ailleurs, je suis né, j'étais occupé quasiment à plein temps, à part les quelques études que je faisais, d'abord à l'école maternelle, primaire, où je suis rentré en m'efforçant d'apprendre le français, qui était ma troisième langue à 6 ans, puisque j'avais d'abord appris le béarnais, papa y tenait, et l'espagnol, parce que nous étions bergers dans une montagne côté espagnol, où les copains de papa avaient fait comme papa, ils avaient amené leur rejeton, qui avait mon âge, et entre gamins, on parlait espagnol. Donc le français était votre troisième langue? Oui, parce que papa estimait que le français était une langue trop académique pour qu'il entreprit lui-même de me l'enseigner. Il pensait que c'était une affaire de spécialiste et il ne voulait pas que je la parlasse de travers. Donc par conséquent, j'ai dû attendre. Alors ça a été laborieux. Alors ensuite, bien sûr, il n'y avait pas de route. L'électricité était arrivée l'année où je suis né, mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision, etc. Et c'était tout en pente. Il y avait 7 granges disséminées avec des bêtes un peu partout, surtout l'hiver. Papa était berger transhumant. Et d'ailleurs, dès que j'ai été maire, j'ai commencé par faire des routes, pour commencer. Donc j'ai baigné là-dedans. Et puis, c'était, somme toute, assez facile, parce qu'il n'y avait pas le choix. Personne ne m'a jamais obligé à travailler. Mais je travaillais parce que je ne pouvais pas supporter de voir papa et maman s'user autant, trimer autant, et moi ne rien faire. Ma sœur qui avait 2 ans de moins que moi, c'était pareil, puis après mon frère, 3 ans de moins, et puis après 5 ans de moins, et puis ma sœur. Donc on travaillait de mon cœur. À vrai dire, j'étais plus heureux à la maison
qu'à l'école. Alors justement, aujourd'hui, vous travaillez encore ou ce sont vos enfants qui ont repris l'exploitation familiale? C'est mon frère qui l'a reprise. Papa a eu un accident en montagne alors que j'avais 19 ans. Et il est tombé dans une crevasse, et 64 fractures plus loin, comme le département, dont 16 de la colonne vertébrale, il paraît qu'on ne survit pas, et 3 ans de coma, il est revenu. Et là, j'étais devenu maire, entre-temps, de la commune. Et j'avais fait la prime d'installation, parce que je pensais être paysan berger à vie. Et là, les choses sont accélérées, puisque papa, qui avait une énorme, tu sais, pour te maintenir les vertèbres, lorsque tu es chancelant, lorsqu'il s'est réveillé, là, a pensé qu'il avait beaucoup de chance parce qu'il avait 2 fils. 2 terriens, a-t-il dit. Il y avait ses 2 filles, mais il a parlé des 2 fils. Et il m'a dit, tu vois, Jean, tu t'es sacrifié pour continuer la maison. Mais tu vois, ton frère va avoir 18 ans et je sais pas, il parle aux animaux et les animaux lui répondent parce qu'ils comprennent ce qu'il dit. Tu vois, la chienne, elle l'écoute au sifflet. Et toi, si tu restes, dans 10 ans, les brebis te feront chier. Donc il valait mieux que tu te trouves un autre travail. Alors j'ai vu que tu avais été maire, donc tu voudrais faire de la politique en France. Je te trouve ambitieux, parce que faire de la politique dans un pays qui a collaboré à 99% sans aucun état d'âme pendant 4 ans et demi, c'est vrai que c'était pas très loin après. 45, 55, je suis né à 55, et il faut du courage. Mais il m'a dit, bon, écoute, si tu veux un conseil, si tu veux faire de la politique, gagne ta vie et fais en sorte de payer tes campagnes électorales, parce que sinon, tu ne diras rien. Tu ne diras que ce que veut te faire dire le payeur de la campagne électorale. Voilà, j'ai commencé ainsi, de cette manière-là. En tout cas, dans la politique, cher Jean Lassalle, vous êtes encore toujours un peu un ovni, non? Si je me trompe, en tout cas, vous me dites. Personne ne connaît la Terre aussi bien que vous. Est-ce que vous avez déjà ressenti une forme de mépris du monde politique et médiatique, notamment parisien? À vrai dire, je pense n'avoir ressenti que ça, mais je l'ai considéré comme, pas un mépris, comme un geste de sympathie bienveillante, comme disaient mes copains du centre-ville, lorsque j'étais petit et que je n'y étais pas tout le temps. Et lorsque j'allais faire les courses, il m'a jeté le ballon bleu sur le nez, c'est pour ça qu'ils me l'ont musclé, pour pas que je l'attrape, mais pour qu'il saigne. Et j'ai senti que il me parlait, oui. Ça a été quand même assez variable, parce que j'ai eu une assez longue carrière, et lui a 21 ans. Je me suis affronté à 25 élections, 27. J'en ai gagné 25, j'en ai perdu 2, les 2 présidentielles. Avec des scores assez remarquables, il faut le souligner. Hein. Oh, oui, la dernière fois notamment. Mais j'ai eu aussi un âge d'or. Hein. Il y a eu une période où j'ai fait, je pense, toutes les télés. France Culture m'invitait 2 fois par semaine, tu t'imagines. Ah, ça c'est le grave, ça. Oui, non, c'était très bien. Et voilà. Et puis, ça a changé d'ailleurs un petit peu avec la presse, mais je vais y revenir tout à l'heure. France Culture ne m'a pas invité, je pense, depuis 5 ou 6 ans. Alors justement, là ça tombe bien, parce que petite parenthèse, c'est pas pour parler de France Culture, mais pourquoi d'après vous les paysans et les agriculteurs sont-ils si peu soutenus et représentés dans les médias et le monde politique aujourd'hui? Sont un peu les grands oubliés, on peut le dire. Parce que, enfin, moi, au fond, je suis obligé de partir un petit peu de mon propre cas et de celui de mon frère, parce que depuis mon frère est encore berger, il a sa fille qui avait repris l'exploitation pendant 4 ans. Je fais ça parce que j'ai oublié après. C'est un grand problème de transmission dans cette affaire. Et au bout de 4 ans,
n'obtenant toujours pas le permis de construire pour la bergerie qu'elle devait construire, nouvelle, un peu neuve, et devant la pile de messages qu'il fallait remplir sur Internet et de contrôle qu'il fallait, elle est retournée aux études à 32 ans. Ce qui fait que mon frère a repris le troupeau qu'il n'avait jamais quitté, mais je ne sais pas quelle est la loi absolument incroyable qui l'oblige à quitter son troupeau coûte que coûte au mois de juillet prochain. Alors que il pourrait continuer. Attends, parce qu'il dit, j'ai toujours vu des brebis à la maison, je voudrais en voir en mourant aussi, quel que soit le choix que feront plus tard mes enfants. Voilà, donc je referme la parenthèse. Alors pourquoi les hommes politiques? Tout simplement parce que je crois que quand on fait de la politique, soit on a une propriété relativement importante, et par conséquent on peut se libérer pour aller militer, soit dans un parti, soit à la FNSEA, soit ailleurs, ou bien ailleurs encore. Soit on n'a pas, et dans ce cas-là, on ne peut pas s'absenter, ou alors c'est toujours très rapidement, parce que je vois par exemple mon frère, moi j'avais beaucoup de boulot, mais lui, il a toujours eu 400 brebis mères. Donc, il est quand même devenu président de l'AOP au Soirati, mais il était toujours pas en train de regarder l'heure, parce qu'il n'a jamais eu de montre. Mais il savait quand même, avec le jour, comme là, on voit ce dimanche après-midi, que c'est pratiquement la nuit. Donc, qu'il fallait rentrer. Il y avait aussi une catégorie de paysans qui avaient, comment je devrais dire, changé leurs habitudes et qui étaient un petit peu paysans ou sur des productions rentables qui justifiaient de la main-d'œuvre et qu'on pourrait payer. Ça a été le cas, par exemple, de nos amis céréaliers dans certaines zones, très longtemps, mais chez nous, ça n'a jamais été le cas. Et or, la politique est chronophage et elle mange beaucoup de temps. Et pour créer d'abord un relationnel, et une équipe, et puis ensuite pousser tout ça pour essayer d'obtenir une victoire, c'est impossible. Pour ça qu'il y en a quelques-uns dont les noms ne sont d'ailleurs pas rentrés dans la légende, parce qu'ils ne pouvaient pas aller au bout. Il fallait couper. Ou alors ils ont coupé, et à ce moment-là, ils ont pu faire de la politique. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on nous parle justement souvent des femmes, des homosexuels, des noirs et j'en passe. Vous diriez que les paysans, Jean Lassalle, sont une minorité opprimée aujourd'hui? Ah, totalement. Et encore, si elle n'était qu'opprimée, parce qu'opprimée, au fond, si on veut bien regarder les choses, ils le furent depuis la nuit des temps. Sauf les bergers. Parce que les bergers étaient tellement libres, c'est comme les marins. Ils évoluent tous les deux en plein soleil de juillet. L'un est à 2000 mètres d'altitude, sous un ciel d'azur, entre calcaire et azur. Il a l'impression que le monde est beau à tout jamais. Mais s'il ne sent pas un petit, vous savez, un frisson sur la 7e dorsale, je ne sais pas si elle existe, il est comme le marin qui pêche sur une mer d'huile et qui a le même sentiment sur une mer d'huile. Voilà, effectivement. S'il ne sent pas lui-même le même frisson, eh bien les deux, demi-heure après, 35 minutes après, sont catastrophiquement rattrapés par la nature si belle et si indiciblement cruelle lorsque soudain le vent a tourné et qu'on en a vu venir. Le berger, le pêcheur est emporté et le berger a vu son troupeau foudroyé. Moi, je l'ai vu personnellement. J'ai vu 250 brebis à terre parce qu'il y avait eu avant un coup de brouillard, l'étrange bourdon des abeilles dont parlent les alpinistes et tout d'un coup, un souffle. Voilà. Donc, c'est deux métiers assez libres. Mais
de plus en plus minoritaire. Quant au reste, la plupart du temps, ça a été des paysans, rarement propriétaires, souvent métayers, presque toujours fermiers. Donc la liberté a mis du temps. Il y a eu un âge d'or, comme il l'a été en toutes choses, dans les années 60. Je pense qu'il n'y en avait pas eu depuis très très longtemps. Ce monde-là, ce monde agricole, vous l'avez vu changer, quoi. Oui, mais il y a eu un moment où l'agriculture, mon Dieu, avec le début raisonnable de la mécanisation, des paysans qui commençaient à rester paysans par choix, ce qu'ils n'avaient quasiment jamais fait auparavant. C'est-à-dire que dans une famille normale à l'époque, admettons qu'il y ait 5 ou 6 frères, une fois que l'un avait été instituteur, l'autre curé, l'autre douanier, enfin ils seront flics ou fonctionnaires, en attendant que l'âge de la retraite vienne, le dernier était paysan. Ce qui avait fait dire à un de mes amis, recevant Edgar Pisani, dans un quartier perdu non loin de chez moi, « Monsieur le ministre de l'Agriculture, je vous accueille au nom de la 3e génération d'imbéciles sélectionnés, je veux parler des paysans. » C'est dire l'idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes et qu'on pouvait se faire d'eux. Mais à partir de ce moment-là, ça a un petit peu changé. Et puis après, c'était encore, ça a duré en gros jusqu'à l'époque où Chirac, plein de ferveur, de fureur, etc., c'est-à-dire à peu près l'antithèse de ce qu'il a fini, claquait les portes de Bruxelles. Et tout le monde... Ça a changé depuis, hein. Et voilà, c'était des marathons et sa santé de fer lui permettait. Et c'est pour ça qu'il a été finalement élu, parce qu'il était aimé. Et quand on est aimé par des paysans, on peut être maire de Paris. Qui croirait ça? Peut-être même Madame Hidalgo, hein, le croirait. Quand on palpe le cul des vaches, mais encore, faut bien le palper, parce qu'elles sont pas trop naïves, les vaches. Hein. Non, du tout. Il faut même presque éviter, parce que c'est très exigeant. Bon, enfin, bref. Et alors, donc, là, ça a changé, et puis c'est redevenu, au fond, une espèce de... Comment je devrais dire? D'occupation à temps plein, mécanique, féroce, à regarder sans arrêt, à se demander si celui qui arrive n'est pas un contrôleur ou je ne sais quoi encore. Voilà, et ça n'a fait qu'empirer. Et alors, ceux qui ont fait des primes d'installation de plus en plus importantes avec le développement de la PAC se sont vus à la trentaine ou à la quarantaine complètement pris à la gorge. Parce que les revenus n'avaient pas augmenté et il fallait rembourser tout le matériel. Beaucoup restèrent célibataires parce que, au fond, qui voulait épouser un paysan? Marquez, c'est encore aujourd'hui un peu le cas. Parce que moi je me souviens d'un copain, mais ça marche avec la copine aussi. C'est-à-dire, si ma fille avait gardé, avec le copain. Mais prenons un copain. Il a rencontré au lycée agricole, ou alors à l'université, parce que ça peut lui arriver, une copine. Et un jour, il lui dit, chérie, on va visiter la ferme. Elle a le ventre noué. Elle est sur l'autoroute. Et puis tout d'un coup, la départementale. Elle traverse une ville moyenne, où il n'y a pratiquement plus rien. Puis finalement, un village. Beau. Mais il n'y a que le chien qui gueule. Et puis on prend un chemin, et on arrive sur la ferme. Première vue, le tracteur. Deuxième vue, la belle-mère. Elle est morte. Enfin, elle n'en peut plus. C'est un peu... non, mais ça, c'est la belle-mère, c'est pas le tracteur. Je force un peu le trait. Mais c'est vous dire qu'il y a une dimension culturelle extrêmement forte chez les marins, comme chez les paysans, comme chez les bergers. Parce que, comment expliquer sinon qu'après 1918,
il n'était pas rare qu'un, deux, trois frères ne revinssent pas du front. Et il se trouvait toujours un cousin ou un autre, un peu éloigné, qui reprenait l'exploitation. Aujourd'hui, même la fille ne peut pas succéder à son père. Vous diriez aujourd'hui qu'on a abandonné l'agriculture française et le monde agricole? Oui, oui, complètement. Bon, à vrai dire, comme ils n'avaient jamais été très pris en considération. Ce sont pourtant eux qui nous nourrissent, au Oui, passage. mais pour répondre d'abord à votre question, pas tellement pris en considération, puis quand ils ont commencé à s'organiser, durant les 30 Glorieuses, ils étaient nombreux. Moi, dans ma jeunesse, on parlait des 4 millions de paysans. Et ils faisaient peur. C'était un peu comme les ouvriers du temps où la CGT les conduisait. Bon, et puis ils ont décliné. Et une manif de paysans, c'était très rare. Mais il ne fallait pas attendre 3 jours pour trouver une réponse, parce que sinon, ça laissait des traces. Donc, le professeur T, heureusement, il n'y avait pas de préfet de région encore, enfin, c'était sans dessus-dessous. Donc, il fallait trouver des réponses sous 48 heures. Et puis, les paysans, comme les ouvriers de la CGT, ont fini, ont cessé d'être un danger. Voilà. Il faut quand même expliquer ça, parce que ça explique beaucoup de choses dans le rapport des forces. Donc vous me disiez, la question sur laquelle j'ai un petit peu glissé, mais enfin, je n'en pense pas moins. Qu'on a abandonné donc l'agriculture française et le monde agricole, et que justement c'est pourtant eux qui nous nourrissent. Donc pourquoi une telle ingratitude de la part de certains en France et du monde politico-médiatique, d'après vous? C'est totalement incompréhensible, et en tout cas, ça dépasse la raison. Alors, c'est toujours dans l'organisation de la cité, comme aurait dit Socrate avant que Platon ne le reprenne, que se font les choses. Et pendant très longtemps, malgré tout, on mangeait s'il y en avait. Et pendant les périodes de guerre qui ont été nombreuses et longues et pénibles, quand même c'était les paysans, et alors bon, on en tenait compte. Mais depuis, avec une organisation que j'ai dénoncée depuis une trentaine d'années, parce qu'elle n'est pas venue toute seule, ni comme ça, finalement, le paysan est devenu un mal nécessaire. Aux yeux de nouvelles espèces de compatriotes, il est devenu celui qui réchauffe la planète. Avant, il avait déjà largement contribué au trou dans la couche d'ozone, que fort heureusement, avec nos petites mains agiles, on a été retapé. Donc maintenant, c'est plus le souci. Bon, il met des entrants et des sortants, ça ne va pas. Il n'est pas bien vu. Et puis, il est budgétivore, il coûte très cher. Parce que, bien sûr, on pense que le tracteur, il n'appartient qu'à lui, il est tout seul, on dit quand même, ceux qui sont capables de se payer. Voilà. Et en plus, on vous encouragerait presque à manger quelque chose qui soit de la viande, mais sans être de la viande. À boire du lait, mais qui ne soit pas du lait. En tout cas, qui ne provienne pas d'une vache, de quelque manière que ce soit. Donc, tout ça a fait qu'on a perdu, comment je devrais dire, de vue que tout commence et finit par le paysan. C'est très juste et intéressant ce que vous dites, parce que ça m'amène à vous poser une autre question par rapport à cette image justement du monde paysan. On taxe souvent le monde agricole d'être conservateur, voire réactionnaire. Alors vous qui le connaissez très bien, qu'en est-il vraiment, Jean Lassalle? Oh, à vrai dire, il est un peu les deux, et il n'est aucun des deux. Il est un peu comme nous. D'ailleurs, pourquoi ce serait négatif d'ailleurs? C'est pas forcément négatif, le conservatisme. Oui. C'est même essentiel peut-être d'être conservateur en étant justement. Oui, mais c'est pour vous illustrer. Il n'est ni l'un ni l'autre, ou peut-être les deux. Par exemple, moi, il m'arrivait souvent de dire tiens, toi, Jean Lassalle, tu vas nous parler de ruralité.
l'agriculture. Bon, alors j'en parlais un petit peu. Et puis je disais, au bout d'un moment, tiens, toi qui es parisien, tu vas me parler de Paris. Et il me disait, oh, Allez, rats, moi je peux vous en parler. Hein. Non, mais il me répondait, mais je suis capable de parler d'autre chose que de Paris. Oh, pardon. Parce que la question telle qu'elle était posée laissait supposer que moi c'était pareil. Or, je vis maintenant plus souvent à Paris qu'à Lourdes-y-Cher. C'est pour dire qu'il y a une partie de yin et de yang en chacun d'entre nous, mais qu'on voit toujours chez l'autre la partie qui ne va pas. Alors, les paysans ont été conservateurs à certains moments. Ils ont aussi été des résistants tenaces. Comme tu vas connaître bien des fois de la Gestapo, pour ne parler que des derniers épisodes très dramatiques. Ils étaient souvent en première ligne sur les fronts, parce qu'ils étaient nombreux, ils s'y revenaient pas. Ainsi soit-il. Voilà. Donc, oui, il y a eu peut-être du conservatisme, mais la plupart d'idées géniales, notamment en matière de culture, d'adaptation de culture, d'adaptation de bovins, de la viande, de recherche des meilleurs pâturages. Mais c'est les agriculteurs. Et ils ont été à l'origine de la création d'organismes tels que l'INRA, qui a malheureusement disparu. Ils ont voulu des lycées agricoles, plus tard, pour leurs enfants. Et moi, je suis un enfant d'un lycée agricole. Ils étaient à la pointe, dit-on, du progrès. On dit, à l'époque, tout était rythmé par la gauche et la droite. Et même avant Macron, hein. Après les partis sont morts, donc la gauche et la droite aussi. Là, il n'est pas rare c'est même pratiquement normal qu'un PS convaincu des années 90 vote Rassemblement National, ce qui fait d'ailleurs de très bon cœur, et vice-versa, enfin bref. Mais l'agriculteur, et moi j'ai été dans une circonscription qui était très partagée et qui donnait toujours la majorité au président qui allait être élu au premier tour. C'est comme ça que j'ai vu Mitterrand, majorité très large. Dans le canton où j'ai été élu un an après, lui il a été élu en 81, moi, conseiller général en 82, je le suis resté 36 ans, il avait fait 80% Mitterrand. Et moi j'ai fait 60% un an après, en battant le secrétaire général du Parti socialiste qui n'avait que 43 ans. Après, j'ai vu par la suite, j'ai dû faire face aux assauts de Sarkozy, de Hollande, puis de Macron. Mais avant Chirac, je m'étais tapé quand même Chirac plusieurs fois. Et il avait toujours les candidats qu'il fallait. Eh bien, j'ai toujours gagné. Donc, on élisait, on choisissait le président, et ensuite, on se donnait le député que l'on voulait. Donc, celui qui sera capable de m'expliquer véritablement, comment je devrais dire, un suivi scientifique de la pensée politique du monde agricole, eh bien, je suis prêt à l'écouter longuement pour qu'il me convainque. Alors, ça nous amène justement un peu sur ce terrain politique, celui de l'écologie. J'aimerais qu'on en parle quand même, on a dit un mot. L'essence de l'écologie, justement, pour moi, c'est le conservatisme. On entend souvent les écologistes d'Europe Écologie Les Verts ou même de la France Insoumise nous parler de la nature. Mais qu'est-ce qu'ils y connaissent à la nature ? Oh, ils le savent eux-mêmes d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils se contentent d'en parler. Moi, je les ai invités parfois quand il y avait par exemple, juste à 7 km de chez moi, à un moment donné, un candidat à la primaire présidentielle, et il est maire de Grenoble, actuellement. Son nom d'ailleurs m'échappe, mais ça va me revenir. Aussi, mais je pense qu'il y a le maire écolo. Dans 7 km de chez moi. Et il y avait le député européen,
qui avait été passé quelques jours chez lui. Et moi, je fauche tous les ans les 40 hectares de pente. Maintenant, il y a mon fils aîné qui m'aide, c'est un rugbyman. Mais 40 hectares, pour entretenir, c'est dur et difficile. Donc, je leur ai envoyé un petit message. Regardez tout ce qu'il me reste à faire. Vous aimez vraiment la nature, venez me donner un coup de main. J'ai 2 machines. Ils m'ont pas répondu. Bon, c'est mon fils, en fait. J'ai un fils un peu espiègle. C'est lui qui avait fait ça. Ces écolos, ils ont une vision un peu mystifiée de la nature, quoi. C'est-à-dire, il y a, je pense, plusieurs catégories, mais je crois qu'il y a les militants authentiques. On milite là comme on militerait ailleurs, et parce qu'on a pris ça, il y a une dimension culturelle, et puis après tout, tout le monde aime le beau, en oubliant toutefois que si la France est restée un jardin, elle a le nôtre, vu d'avion, c'est grâce aux paysans et aux maires. Pourquoi? Et quand j'ai fait le Tour de France en 2013 à pied, là, tiens, j'avais les journalistes, tu veux croire que là, ça y allait, hein. Même CNN, et comment il s'appelle, on les découvrait à peine, la Al Jazeera. Ah oui? Oui, enfin 6000 km à pied, 9 mois, tout ça pour donner... CNN et Al Jazeera vous ont suivi? Oui, tout ça pour donner l'idée à Emmanuel Macron, que j'avais rencontré alors que j'allais faire mon compte rendu à François Hollande à l'Élysée, qui m'avait reçu à déjeuner. Et après 2h30 de repas, il était un petit peu lourd. Il y avait un jeune homme, mais alors qui était dynamique. Et il y avait aussi une collaboratrice du président, qui d'ailleurs est devenue après une amie. À un moment donné, François Hollande me dit « Mais écoute, tout ce que tu as vu, Jean, dans ton Tour de France, mais on le sait. » Je dis « Mais alors ?» Il me dit « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ?» Alors j'ai fait celui qui marquait le coup, tu sais. Et puis il vient j'entends, sortie numéro 1, il me fait sortir par le perron de l'Élysée. Et en sortant, il me dit « Surtout ne répète pas ce que je te dis. » Oh écoute François, vraiment, tu m'as pas emmerdé. Pourquoi veux-tu que je te mette le truc? Mais alors, le jeune homme n'arrêtait pas. Je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu fous ici? Tu es stagiaire de l'ENA ou quoi? Parce qu'il y a des stagiaires de l'ENA dans les préfectures, tout ça. Il dit, non, je suis le nouveau secrétaire général de l'Élysée. Incroyable. Alors, il m'a laissé ses coordonnées, etc. Et puis, qu'est-ce que je vois? Un an après, M. Montebourg, qui fait l'imbécile avec un autre copain, que j'ai eu aussi en face dans une campagne électorale, et Hollande les débarque tous les deux, et qui je vois? Le jeune homme de l'Élysée, M. Macron. Il était secrétaire général adjoint de l'Élysée à ce moment-là. Oui, secrétaire général adjoint, oui. Oui, je me suis trompé si je ne l'ai pas dit. Secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il me dit, non, je suis le secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et je vois, il était ministre de l'économie, et il faisait des lois fleuves qui passaient tout en revue. Et il m'aimait bien, parce que j'avais une manière d'expliquer des cas très difficiles, un peu rigolote parfois. Et puis, un an après, il me fait savoir que on devrait se voir, parce qu'on était copains hein, quand même. Je connaissais sa femme aussi, enfin, etc. Moins que d'autres, mais pas moins non plus. Et j'ai gardé d'ailleurs sur mon portable les échanges que nous avions à l'époque. Et il insiste. Et puis je lui dis, mais pourquoi tu veux que je vienne avec toi? Mais tu te souviens comment on s'est connus? Alors il m'explique, et il veut tout prix. Je lui dis, c'est impossible, Emmanuel. Toi, tu viens de Rothschild, moi, je viens de Laurier-Zicher. Et on ne pourra jamais travailler ensemble. Ce qu'on n'a pas fait Bayrou, du reste. Et ensuite... mais alors, il a repris... Il allait dîner à l'Élysée, je crois, cette semaine avec Édouard Philippe. Oh, c'est devenu tellement classique que c'est d'une... Auprès des Français, en passage. Oui, oh, mais ça, depuis toujours. Mais enfin, c'est même pas eu un événement. Oui, voilà. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'il avait pris mon livre. Oh, il aurait fallu le prendre. À la rencontre des Français, La Marche. On va le mettre La Marche. Illustration. Et qu'est-ce que je vois à la télé? M. Macron lance ce mouvement, La Marche. Et les marcheurs marchent. Et le marcheur qui a le plus marché, a marché 270 mètres, parce que c'est celui qui était garé le plus loin de la Réunion.
Donc il a fait 270 mètres. Et ils ont repris tout mon concept. Donc ça a quand même servi à quelque chose. Bon, je referme la parenthèse, mais enfin, après j'avais fait le tour d'Europe, par exemple, tu vois, mais pas à pied. J'avais fait 15 pays, et j'avais connu Tsipras avant qu'il arrive au pouvoir. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer. Quand on sort, on rencontre beaucoup de gens. Voilà. Alors, je ne sais pas quelle était la question. Non, mais c'était la vision de la nature, mais j'aimerais juste... Ah oui, la nature, je veux y revenir. D'accord. Là. Donc, il y a deux formes. Il y a les militants, et je les respecte. Et puis, il y a je suis déjà devant la 17e chambre correctionnelle de Paris face à un journaliste de France Info que je voyais à un autre niveau. Donc je vais éviter de prononcer des mots trop lourds. Donc il y a des puissances qui sont nées. Alors il y a par exemple Greenpeace, mais Greenpeace, malgré tout, il y a une cause. Et ça a été animé, ça a été rendu célèbre par le président Mitterrand et le Rainbow Warrior, mais il y a surtout les autres, dont j'oublie le nom maintenant, et pourtant ils sont présents partout, ils ont financé tout, ils financent tout, qui ont été, mais ça va me revenir... L'ONG écolo. Oui, la plus grande. Qui a été créé par un Hollandais. Bon, enfin, de toute façon, voilà, on comprend. Non, mais il faut comprendre quand même, c'est intéressant. Donc, parce que c'est pas vieux, c'était il y a 60 ans. Alors, son frère était un richissime Hollandais qui avait réussi et puis qui avait été, parce qu'ils avaient gardé quelques attaches en Afrique du Sud, et il était le patron de l'apartheid. Et le frangin qui a créé l'affaire avait racheté de Nil, la marque cigarette américaine, où il avait mis quelques adjuvants pour que le goudron et la nicotine réunis deviennent absolument, restent ancrés dans le corps. Marlboro a été un exemple saisissant. Et ce monsieur a été donc à l'origine de... je lui avais dit à l'Assemblée, maintenant ça va me revenir, mais c'est aussi marrant que ça ne revienne pas parce que tout le monde va chercher. Alors eux, ils sont devenus la multinationale de la nature naturelle, où l'homme est de trop, et où tout serait tellement beau s'il n'était pas là. Ils ont financé toutes les associations qui étaient au départ pleines de bonnes intentions, dans un but de déstabilisation complète. Alors, je pense que ils sont, il y a parmi eux des criminels, parce qu'ils ont fait ça en toute intelligence et sciemment. Parce que, comme avait dit ce monsieur dont le nom m'échappe, le monde va changer dans les 60 ans à venir. Il y aura de moins en moins de gens dans les campagnes, de plus en plus dans les villes. Cela dit, il y en a pas mal qui y reviennent. Hein. Enfin, il y a ce qu'on appelle les néo-ruraux qui viennent. Oui, mais lui, là, ce nom que je cherche, il n'avait pas tout à fait anticipé tout ça. Donc il disait, il faudra quand même amuser ceux qui sont dans les villes, il faudra leur raconter des histoires d'ours, des histoires de loups, il faudra leur raconter des histoires du temps où la nature était enfin naturelle, etc. Or, la nature naturelle, elle existe. Mais ils peuvent y aller. Ils n'ont qu'à aller dans les lointaines steppes. Je peux vous dire que même au nord de la Norvège, même partout, il y a la nature naturelle. Mais là où l'homme vit, il faut que l'homme et la nature cohabitent. Et ils s'aiment, et ils se respectent. Et ce que je viens de vous expliquer à propos de cette France, Jardin le nôtre, c'est bien leur œuvre. Et petit à petit, cette pensée s'est répandue et s'est transformée en une espèce d'impérieuse nécessité de changement d'habitude de l'homme. L'homme est un destructeur, un prédateur acharné, et là-dessus est venu se brancher tous les trucs à la mode récemment, les wokismes et bien justement, qu'est-ce que vous pensez justement, Jean Lassalle, tous ces citadins qui, post-Covid, sont partis s'installer à la campagne?
Ça prouve justement qu'il existe un réel besoin aussi de retour à la terre, peut-être, hein, on peut les croire sincères. Mais c'est-à-dire que ça se comprend assez facilement. Ils ont malgré tout, ils avaient d'abord, ils étaient comme ils étaient. On a oublié la terre et ses valeurs. Plus ou moins heureux. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés avec madame et les 2 enfants dans un espace, 3, c'est devenu très très dur. Et à côté, il y avait les cousins qui batifolaient, et sans aucun problème. La seule chose qu'il fallait remplir, c'était un papier qu'on se faisait soi-même. Voilà. Mais alors du coup, on s'est dit, mais pourquoi on n'y reviendrait pas? Mais le mouvement s'était exercé déjà un peu auparavant. Et ça, il faut reconnaître que la modernisation des communications, par exemple, l'Inouï qui arrive à Bordeaux, a déplacé beaucoup de Parisiens. Sur Bordeaux, le prix des terres a... Mais il a déplacé aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui sont revenus au Pays Basque, ce qui fait que ça flambe aussi, et même chez nous, dans le Béarn. Mais le problème, c'est qu'ils ont perdu la relation à la nature. Et alors certains se sont improvisés paysans, mais c'est des paysans un petit peu rock'n'roll, c'est-à-dire un cheval vieux de préférence, et puis 2 poneys, quelque chose pour les enfants, 2 chèvres, et puis quand même un job un peu à côté, que madame peut faire éventuellement, mais ils rentrent aussi dans la catégorie des paysans. Alors, certains se sont bien acclimatés, parce qu'il n'y avait plus personne. D'autres ont dû réapprendre à recomposer avec une société qui était restée, quand même, somme toute, assez équilibrée, avec une vie au village qui était restée normale. Alors effectivement, ça se passe, mais ça se passe tout seul non plus. Quand vous voyez ou quand vous entendez les Sandrine Rousseau et compagnie s'attaquer aux agriculteurs, vous en pensez quoi? Ça vous inspire quoi? Moi, je pense que Sandrine ferait mieux de s'occuper de ce qu'elle connaît. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'elle connaît. Et puis, effectivement, de ne pas trop parler de ce qu'elle ne connaît absolument pas. Parce que c'est précisément les plus dangereux, ce sont ceux qui ne connaissent rien et qui affirment tout. Mais ils ont été dangereux de tous les temps. Et alors elle, c'est vraiment un des prototypes, mais elle n'est pas la seule. Oh, mais quand même, comment vous expliquez cette haine des écolos pour l'agriculture française? Mais je pense que on ne supporte pas, dans certains milieux, ce qui semble être une forme de liberté innée, l'application, je devrais dire, normale, encore quelque part, de la Déclaration des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, où on peut vivre à condition de ne pas faire, voilà, la liberté commence ou finit celle d'autrui, eh bien, je crois que certains ne le supportent pas. Et il faut à tout prix qu'ils s'effacent ou alors qu'ils soient écrasés sous les contraintes. Un peu comme si on voulait reporter son propre malheur sur les autres et le leur imposer. Je ne vois pas d'autre explication. Vous vous dites écolo, vous, Jean Lassalle, ou pas? Non, je ne me suis jamais dit écolo. Parce que d'abord, je trouvais que ce n'était pas une très belle expression. Je trouvais que... Dites-moi, continuez là-dessus, puis dites-moi comment vous définissez, tiens. Je trouvais que ce qui était quand même très borné. On ne pouvait pas avoir une discussion normale. Et j'en ai connu de très près, hein, parce que j'en ai pris un jour un autostop qui était normal, et puis qui est devenu mon plus grand rival lorsque j'ai construit le tunnel du Somport. Éric Petetin, le tunnel le plus long d'Europe, que j'ai construit, j'étais président du Parc national, et il a manifesté, ça a été le premier grand rassemblement qui allait être le prélude à ce qui s'est passé à Nantes lorsqu'on a voulu travailler un petit peu à Nantes. Vous savez qu'il est arrivé des gens qui se pendaient aux arbres. Maintenant, c'est le cas entre Toulouse et Castres, sur l'autoroute, etc., etc. Donc, j'ai eu du mal à comprendre. Et c'est des hommes et des femmes, je pense, qui sont extrêmement malheureux, qui ne sont pas reliés à grand-chose, surtout pas à leur famille, qui n'existe pratiquement plus. D'ailleurs, mais je me demande si certains n'en veulent pas à la famille.
ils ne trouvent pas normal qu'il y ait un couple composé d'un homme et d'une femme avec accessoirement 1 ou 2 enfants. C'est pas normal. Ça ne devrait pas exister. Bon, alors je ne vais pas vous faire le coup de l'homme blanc de plus de 50 ans, mais il y a quand même beaucoup de ça. Et c'est dans ces milieux que tout ça a grandi. Mais je dois revenir quand même à cette multinationale, mais enfin j'y reviendrai plus tard, qui a été quand même largement à l'origine de ce changement. Sinon, c'est le système qui s'est imposé à nous pour arriver au but. Un système qui s'est substitué au modèle que nous avons connu. Parce que nous avons connu un modèle démocratique. Moi, je l'ai vu quand j'étais jeune. Et quand j'étais maire, j'ai pu réaliser pratiquement tous les projets que j'avais. Et je trouvais l'argent. Et le gouvernement avait dépêché, comme aujourd'hui, des préfets. Mais c'était des préfets vaillants, et c'était des préfets qui avaient un directeur de l'agriculture, de l'équipement, de la santé, qui était accessible à tout le monde. Et le maire pouvait discuter, le conseiller général aussi, le président du conseil départemental aussi. Fort heureusement, les régions n'existaient pas. Et ça s'arrangeait, les choses, assez bien. C'était du bon sens. Puis après, ça commençait à devenir d'une complication extrême. Plus d'ingénieurs de l'agriculture, ni de techniciens qui me conseillaient, qui me préparaient même les délibérations quand je devais faire les projets, plus que des censeurs et des contrôleurs. Mais terrifiant, hein. Il faut venir voir pour voir ce qu'on peut subir, puis avec le procureur derrière. Voilà, donc le système, et ce système non seulement est tombé sur la France, il est tombé sur les pays d'Europe, et il s'est abattu tout entier sur le monde. Et c'est un système féroce, aussi bureaucratique que ne le fut jamais l'Union soviétique, où il n'y a plus de relation à l'homme. L'homme a disparu, le citoyen n'en parlons pas, et c'est finalement de grandes courroies de transmission qui transmettent à peu près ce qu'elles peuvent transmettre. Et surtout, le capital. Moi, j'ai connu des capitalistes, j'ai entendu parler de certains, M. Peugeot par exemple, qui a envoyé ses enfants à l'école, à la même école que celle de ses ouvriers. Mais aujourd'hui, tout a été vendu, morcelé, acheté, racheté. Et nous sommes dans une mondialisation heureuse et ultra financiarisée, où une toute petite minorité d'individus détiennent la richesse du monde. Alors on dit partout, oh, ce serait mieux ailleurs, on n'aurait pas la concurrence de ceci, de cela. Mais c'est partout le même système. On dit, oh, les pauvres péruviens, oui, mais on nous impose de leur acheter ceci, cela. Mais à eux aussi, on leur impose. Nous avons perdu le sens de tout. Et surtout, je pense, nous avons perdu de vue que nous étions une civilisation. Alors bien sûr, il y a l'humanité. Mais l'humanité est tragique. Elle ne fut que ça d'ailleurs. Parce que l'humanité est passée de guerre en guerre, de viol en viol, de prise de guerre en prise de guerre, depuis la nuit des temps. Ce qui nous a élevés, c'est précisément la civilisation. Nous sommes issus des forts dominants, du « je te mange parce que je suis plus fort que toi ». Et grâce à tant de traités, de guerres perdues ou gagnées, de penseurs, nous avions réussi à nous libérer. Et je crois que le modèle que nous avons connu fut à l'égal d'Athènes, qui ne dura pas d'ailleurs, 50 ans à peine peut-être, et encore ça a été certainement embelli parce qu'il y avait des esclaves, et les femmes ne servaient pas à grand-chose, si ce n'est à préparer à manger. Bon, bref, aujourd'hui c'est un système, et c'est une dictature. Une dictature molle. Ça, c'est du Jean Lassalle. Parce que je voudrais faire la différence, parce qu'on me dit que tu exagères. T'as pas connu la dictature, toi. Oui, j'ai lu la dictature de certains moments, des colonels en Grèce, ou de quelques factions d'extrême gauche ailleurs. J'ai été en URSS en autostop. J'ai chanté au Bolchoï,
devant Brejnev et Kosygin. Et je ne pensais pas le faire d'ailleurs, mais aller en autostop en URSS, quand même, vous apprenez un petit peu, j'étais dans ces pays de l'Est, etc. Mais l'homme est aujourd'hui confronté à une situation qu'il n'a pas connue. Je ne crois pas que Cléopâtre et son amant César aient eu autant de richesses que on en a aujourd'hui. Ils n'ont pas eu, pourtant, ils étaient quand même hyper puissants, avec des armées extraordinaires. Mais c'est plus qu'une minorité qui détient tout cela. Et j'ai entendu parler, effectivement, de la dictature qui a le plus fait parler, qui fait parler à juste titre, terrifiante, celle de 39 à 45. Mais elle était tonitruante. Aujourd'hui, il n'y a plus de voix lancinantes, portées par des micros lointains. Il n'y a plus d'énormes oriflammes aux frontières. Il n'y a plus rien, a priori, d'inquiétant. Mais tout est devenu tellement inquiétant que chacun a la rate au courbouillon. Vous avez une espèce de mal à l'estomac du matin au soir. Vous vous sentez absent de vous-même et trop éloigné de l'autre avec qui vous n'avez plus aucune relation. Et si vous dépassez je ne sais quoi, pour je ne sais quoi, mais vous êtes tout de suite suspect. Et puis, si vous ne vivez pas comme on devrait vivre, alors là, c'est terrible. Et puis, il n'y a plus une thune dans l'espace public. Plus une thune. Moi, je vous ai entendu faire la présentation. Bravo à ceux qui payent pour vous voir sur YouTube. Bravo. Si vous voulez manger, eh bien manger, il faut dépenser un peu d'argent pour que les paysans vivent. Les gens ont du mal à comprendre, en effet, que ça coûte de l'argent. Et si vous voulez avoir une information avec Jean Lassalle, ce qu'il a de bon et de très mauvais aussi, mais libre, il faut payer. Mais si vous attendez que BFM TV, avec l'immense Patrick Drahi, ou l'autre là, dont le fils, le gendre, Monsieur Niel est patron du Monde. Niel, patron du Monde. Enfin. Et puis. Le genre de Bernard Arnault. Oui. Voilà. Bernard Arnault, qui n'est pas la plus petite des puissances financières. Et puis tout le reste à Bolloré. L'immense Bolloré, qui est chargé d'animer un petit peu toute la droite, etc. Bon, bref. Et bien d'autres encore. Vous en pensez quoi de Bolloré, justement ? Oh, je pense qu'au départ, quand il était tout petit, il était gentil. Je pense qu'il a dû être bon à l'école, mais il a dû mal tourner très tôt. Parce que pour infliger aux Africains le sort qu'il leur a infligé, se faire autant de blé, avec une banque du Nord notamment, je connais très bien son affaire parce qu'il se trouve qu'un des régisseurs de cette banque habite dans mon Pays Basque. Mais il y avait sa sœur, attends, c'était qui? C'était sa sœur, non, c'était un copain à lui, qui s'occupait de l'autre sœur qui était la patronne et qui avait tout vendu à M. Bolloré. Et là, si j'avais su que j'étais interrogé sur le sujet, j'aurais mis, mais il y a 2 journalistes qui ont écrit très bien sur Vincent Bolloré, un livre qui est interdit d'ailleurs, qui est censuré. Mais enfin, il n'est pas le pire. Non, mais c'est surprenant là-dessus que vous l'attaquez, parce que moi je pensais plutôt en vous parlant de lui, vous allez me dire, aujourd'hui, dans les médias, voilà, il apporte un ton quand même qu'on n'entendait pas et qui, CNews est en train de devenir la première chaîne info de France, quasiment devant BFM, là. En tout cas, ça va jouer dans peu de temps. Il défend certaines valeurs. Vous êtes très critique à son égard. Je suis critique ou lucide. CNews, moi j'ai connu IT Télévision. Et j'avais été les défendre. Et alors, j'avais vu autant de journalistes, plus de journalistes que je n'en avais jamais vu dans ma vie. Je ne sais pas en quelle année c'était. Mais ils étaient là, mais il y avait de très grands. Il y avait, vous savez, le présentateur de TF1 qui était là aussi, tout le monde était venu en solidarité. Mais il y avait un stock comme ça de tracts
Mais on n'en faisait rien. J'ai dit au moment, mais en fait, les tracts, il faudrait au moins, avec un couteau, couper les ficelles et commencer. Mais quand est-ce que vous commencez la manifestation? Et ils m'ont dit, mais on n'a pas l'habitude de manifester. On ne sait pas manifester. J'ai dit, vous avez un slogan au moins? Ah non, 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 non. Alors moi j'ai dit, Bolloré, des sous, Bolloré, des sous. Il n'y en a que 2 ou 3 qui m'ont repris. Les autres étaient morts de trouille. Mais idée télévision, paf, à la casserole. Alors il y a eu CNews. Et j'ai eu des moments heureux. Quand Sonia Mabrouk m'invitait, bon, il y a 2 ans et demi qu'elle ne l'a pas fait, bon, il faut dire qu'elle a été très occupée. Mais j'aimais bien. C'est une fille bien, il y en a un certain nombre pour qui j'ai de l'estime. Malheureusement, le système, ils n'ont pas tort, surtout, mais les a contraints à rester sur une ligne, vous comprenez? Alors, si aujourd'hui, on fait le bilan des courses, vous avez 4 grands noms qui dirigent l'information française. C'est les mêmes d'ailleurs qui détiennent les sondages d'opinion. C'est pour ça que je suis plus invité à aucune émission. J'ai eu le malheur de le dire. Par exemple, à BFM TV, j'ai eu un accrochage avec la plus grande journaliste française, Apolline de Malherbe, lorsqu'elle m'a invité pendant la campagne. Elle est grande physiquement, oui. Elle était assise. Ah. Mais en fait, elle avait les yeux humides quand je suis parti. D'ailleurs, elle m'a invité à la quitter 4 minutes et demie avant la fin de l'émission. J'ai dit, écoutez, ça fait... Attends, elle est sympathique, Pauline de Malherbe, c'est une des plus chaleureuses. Je ne veux pas dire du mal, mais j'ai dit, écoutez, il y a 4 ans que j'attends ce moment, vous allez quand même me le laisser finir. Alors, bon, ça a été un petit peu laborieux. Ils ne m'ont pas fait de cadeau non plus depuis. Je pourrais en dire beaucoup, je n'en dirai pas davantage. Mais enfin, est-ce qu'il est normal que l'IFOP me mette à 0,5 systématiquement? Même 6 jours avant, c'était le dernier sondage autorisé, avant que je ne fasse 1 200 000 voix à la dernière présidentielle. 0,5, l'IFOP, la Sofres, c'est pareil. Mais regardez à qui ils appartiennent. C'est exactement les mêmes propriétaires que ceux des grands journaux. Mais Bolloré, peut-être une petite touche de plus, légère. Toutes les maisons d'édition en France, dis donc. Moi, j'avais des copains qui méditaient, j'ai écrit 10 bouquins. Je voyais le temps où ils étaient libres, ils habitaient rue du Cherche-Midi, enfin, etc. Maintenant, tous sous un immense hangar, on dirait un hangar agricole, mais beaucoup plus aménagé. Et là, il y a Robert Laffont, il y a, bon, je ne vais pas tous les citer, il n'y a que Hachette qui a un petit peu résisté parce que... Enfin, il s'est séparé du pôle Editis, hein, mais bon, en effet, c'est vrai que c'est pas simple de sortir un livre si on veut pas, en effet, trop froisser les uns les autres. Non, mais moi, il me sortait les phrases gênantes, comme par enchantement. C'était édulcoré. Elles n'étaient plus là quand j'avais la relecture définitive après plusieurs... voilà. Bon, mais enfin, peu importe. Maintenant, il y a les médias alternatifs, il faut s'auto-éditer. Vous savez, on peut même sur Amazon et d'autres. Enfin bon, c'est pas forcément le Graal, mais bon. Mais pour montrer qu'on a quand même un petit peu, qu'on n'est pas non plus, que je ne suis pas non plus un abruti définitif, on peut même écrire son livre avec l'intelligence artificielle. Ouais, ChatGPT. Bon, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que il va certainement falloir, et nous allons parler des paysans certainement, il va falloir trouver quand même des solutions, parce que nous ne pouvons plus dans cette dictature molle qui deviendra forcément violente par la force des choses un jour ou l'autre. Quand sa partie molle se sera effacée. Il faudra quand même s'attaquer un petit peu à tout ce qu'il y a sur les, comment je devrais dire, autour de l'électronique, enfin, etc., pour en prendre un peu la mesure. Peut-être essayer même d'en devenir... d'essayer de reprendre des choses en main. L'intelligence artificielle va faire partie aussi de ce projet. Bref, je pense que nous sommes condamnés, enfin, nos enfants, parce que ma génération a été trop lâche, que ce soit les hommes politiques que nous sommes, d'ailleurs nous sommes tous disparus, nous sommes un théâtre d'ombre, on vote au Rassemblement National où LFI, comme on votait jadis pour Mitterrand ou Giscard, tout s'est effondré.
Et il va falloir qu'on se projette sur une dimension nouvelle, comme il y en a eu dans le monde si souvent. Parce que quand l'homme a découvert qu'il avait non seulement, contrairement au lion, la capacité du verbe, mais qu'il a découvert qu'il avait aussi celle de la plume, celui de la plume, il a failli se trouver mal. Puis après les télégraphes et tout le reste, je vous passe. Donc il va falloir changer de dimension pour permettre à nos enfants de rendre l'homme libre, de lui redonner le goût d'exister, de profiter de sa jeunesse pleinement, de son âge adulte, d'un âge un peu plus âgé encore, et d'apprendre qu'il est un combattant jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier soupir de sa vie, parce que la vie est tellement belle quand on la prend à pleine main. Alors, cher Jean Lassalle, justement, on la prend à pleine main aussi, cette émission, parce que c'est vraiment toujours passionnant de vous écouter, puis j'en témoigne de votre sincérité, d'en être le témoin. On close cette première partie dans un instant, avant d'arriver à la seconde partie de l'émission. On va parler de l'actualité. Justement, là, on vient encore sans doute de s'en rendre compte. Jean Lassalle, c'est quand même un ovni, je le disais, dans la politique française. On a du mal à le cerner. Vous m'avez pas répondu tout à l'heure, donc j'insiste, c'est mon côté journaliste, pardon. Comment est-ce que vous vous définissez politiquement, Jean Lassalle ? Jean Lassalle, lassaliste, tendance Lassalle. Ça y est, là, je vois tout de suite beaucoup plus clair. J'étais gaulliste en étant petit parce que papa l'était. Ensuite, comme il y avait François Bayrou, j'avais déjà entrepris, j'avais déjà pensé, j'étais un grand admirateur du général aussi, je voulais être président de la République presque en même temps que Bayrou. Mais il a... Vous le voulez encore ou pas être président de la République ? Oui, bien sûr, parce qu'il le faut. Il le faut. Je pense que j'ai trouvé, avec l'observation, ce que m'a appris la vie, ma connaissance de ce pays. Je crois que c'est Chevènement qui avait dit un jour, je pense que après Mitterrand et Chirac, c'est Lassalle qui connaît le mieux la France. Je l'ai arpenté dans tous les azimuts, dans tous les coins, où n'ai-je pas été depuis l'âge de 21 ans, on a quand même la chance d'en faire des choses. Puis j'ai été entrepreneur, j'étais ingénieur conseil, sans être ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Et j'ai fait des gros chantiers en France et à l'étranger. J'ai été président des montagnes du monde, j'ai fait 2 fois le tour du monde, dans les grands sommets. Or, les montagnes, c'est quand même 35% de la surface non immergée. Mais j'ai tenu une chose, j'ai quitté Bayrou parce que il m'a semblé qu'au détour des années 2010, ça changeait vraiment trop. Et qu'il fallait faire un choix. Cette dictature molle s'imposait à tous. Les changements que nous avons maladroitement évoqués, en ne me souvenant même pas de tous les noms qui les ont imposés. Et moi, j'ai dit, je ne peux plus continuer comme ça, François, je ne peux pas. Et j'ai pensé à faire quelque chose. Donc, j'ai créé mon mouvement résistant après la marche, puisque Macron m'avait piqué même le nom. Donc, vous êtes bon en nom, d'ailleurs, parce que... La marche, En Marche, Résistons, non, c'est... Et j'ai écrit aux éditions de Cherche Midi, Le Retour du citoyen, il y a 20 ans. Et Philippe Héraclès ne voulait pas que je le publie, parce qu'il me dit, mais pourquoi tu parles de citoyen, plus personne ne sait ce que c'est. Aujourd'hui, tu ne fais pas une phrase sans parler de marche, ni de citoyen, ni de tout ce que j'ai pu dire. Non, de ce point de vue-là, sur les concepts. Donc j'ai créé Résistons. Pourquoi ? Parce que je pense que tout doit commencer par la résistance et apprendre, ce que j'avais dit à Tsipras, apprendre à tes Grecs à résister ensemble dans un bonheur nouveau, parce que sinon tu vas voir les Allemands et tous les autres vont devant dans le port du Pirée, ce qui n'a pas raté. Et on résiste aussi en Allemagne, donc ça va être une transition bien facile, puisqu'on va donc maintenant revenir à cette crise agricole qui secoue le pays. Jean Lassalle, est-ce que vous comprenez les revendications des agriculteurs aujourd'hui ? Bon, je devine un peu la réponse, mais j'aimerais que vous me disiez quel est, selon vous, votre avis d'une part, et puis le principal ennemi des agriculteurs pour vous. Je voudrais dire aussi, et je m'excuse auprès de téléspectateurs, je ne suis pas en forme cet après-midi et je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai été trop privé ça vous de parole. Non, c'est pas ça. Je vais vous dire, cher Eric, si des copains vous invitent à aller faire une marche avec eux de 5 kilomètres, mais vous n'avez pas marché depuis 6 mois,
vous n'êtes pas bien. Vous êtes puis vous butez sur un caillou, sur le fossé. Bon, si vous vous êtes entraîné, vous pourrez même pas un peu marcher. Si vous passez 2 ans et demi sans parler, eh bien, les mécanismes de la parole se défont. Et c'est exactement ce qui m'arrive cet après-midi avec vous. Je suis à la 3e émission cette semaine, je n'en avais plus fait et je me retrouve particulièrement mais la 3e est toujours la meilleure. Mais je me trouve hésitant. Mais non. Et si, parce que je connais mes points forts et mes points faibles. Il faut le dire aux téléspectateurs parce que personne d'autre ne leur dira jamais. Si, d'autres le diront. Vous savez quoi, moi je vous propose quelque chose. Je connais un peu CNews dont vous avez parlé pourtant avec un peu votre franc-parler habituel, critique. Si demain, et je serais ravi de le faire avec vous, tiens, donc on prend à témoin les gens qui nous regardent. Si demain, récemment, là, j'ai vu qu'il y a eu un face à Philippe de Villiers chaque semaine qui a été lancé. Si demain, et vu le contexte, vu la crise qui secoue le pays, moi je trouverais ça, moi je serais patron d'une chaîne info, je sauterais sur cette opportunité. Si on vous proposait, que ce soit sur LCI, CNews ou BFM, pourquoi pas, de faire avec moi un face à Jean Lassalle, est-ce que vous accepteriez? Ah, totalement. Mais ils ne le feront jamais parce qu'ils le font avec, comment vous avez dit, mon ami là, Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, parce que malgré toute l'amitié que je lui porte, et Dieu sait si elle est grande, il ne le considère plus dangereux pour le système. Tandis que moi, à un moment donné, et à partir des années 2015, après que je me sois séparé de François Bayrou, etc., on a estimé que j'avais un potentiel qui permettait d'entraîner très largement derrière lui cet accent, cette gueule bizarre, enfin, taillée à la serpe, etc. Et ce discours assez nouveau, parfois un peu fleuri, et que j'étais dangereux. Et à partir de ce moment-là, plus de télé, plus rien. Donc c'est pour la raison pour laquelle ils ne le feront pas. Et s'ils le font, vous m'étonnerez beaucoup. Mais je voudrais faire l'expérience parce que je ne veux pas m'en tenir qu'à CNews, je serais injuste. J'aimerais commencer par des télévisions de Madame Dernotte, oui. que je France vois. Télé, France Info TV en plus ce serait peut-être pas mal pour le France Info TV, mais j'imagine peu France Info TV avoir les coronesses de faire ça. Mais que je vois en face, en tout cas, il y a un de leurs journalistes qui ne les a pas. Hein. Mais je ne peux pas dire qui c'est, parce que je suis au tribunal. Donc, non, j'aimerais Delphine Dernotte, parce que d'abord, je la vois en place depuis 10 ans, elle surmonte tout le monde. Mais alors, l'autre jour, elle m'a donné envie de pleurer. Parce qu'elle attendait cette malheureuse ministre de la Culture. Qui partait de la Culture. Ouais. Et elle n'a pas été l'embrasser, les larmes aux yeux. C'était touchant. La patronne de la télé nationale. Mais vous voyez, donc eux non plus vont pas m'inviter, alors qu'ils m'ont invité tant de fois. Et France Inter. Donc partout. Mais ils ne m'inviteront pas. Et l'IFOP ne me mettra pas non plus au-dessus de 0,5. C'est comme ça. Bon, mais tant mieux si au final vous terminez. On verra. En tout cas, j'ai retenu. Eh ben, écoutez, on prend au mot, je vous dis, les patrons de chaîne. Je ne suis pas plus sévère à l'égard de CNews que des autres. Je dis simplement à nos compatriotes qui nous regardent, arrêtez de vous laisser amuser. Ils ont chacun leur part de marché. L'un doit faire un peu de ce qui reste de la gauche, l'autre doit faire beaucoup de Macron, parce que tout est synchronisé autour de lui, et l'autre doit s'occuper de la droite, de l'extrême droite, et tout ce qui s'ensuit. Donc ne vous laissez pas avoir. Quant au journal de référence, Le Monde, les articles ils sont très bien faits, mais ils ne sont jamais corrélés. Il a fallu attendre 5 ou 6 ans, ou 7 ou 8, pour attendre de savoir comment Macron avait ubérisé la France. Et là, il y a eu 3 éditions spéciales du Monde, mais c'était loin, c'était passé pour qu'elle sorte. Alors, bien sûr, je ne pensais pas Niel capable d'une telle investigation, mais j'ai découvert que ça avait été un des lobbying, des influenceurs les plus influents pour imposer en France. Et lorsqu'on a posé, 2 journalistes courageux ont posé la question au président de la République le 14 juillet, il y a 3 ans, je crois, sur cette affaire qui quand même peinait un peu tout le monde. 3 articles du Monde de 4 pages chacun, et il a répondu, je vais vous répondre ce qu'a répondu un de mes prédécesseurs, ça m'en fait bouger une sans toucher l'autre. Voilà l'explication qu'il y a eu. Donc, ne vous laissez pas berner. Ils racontent l'information à leur manière.
selon le cahier des charges qu'ils ont. Mais ne cherchez plus des journalistes comme nous avons pu les connaître il y a 30 ans, 20 ans encore, ou ne cherchez plus un Éric Murillo, parce que vous n'allez pas le trouver. Eh ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie en tout cas pour ce que vous venez de dire. Et puis, en tout cas, voilà, le pari, on le relève. Alors, on vient à cette actualité parce que là, Jean Lassalle, il faut être, voilà, très rigoureux. J'aimerais revenir à ce que, justement, si vous voulez un jour devenir président, il faut, des réponses claires, précises et peut-être un peu plus concises, même si je peux me permettre. Parce que Macron, c'est... Je suis pas en forme, c'est pour ça. Hein. Non, mais attendez, en même temps, Emmanuel Macron, je sais pas si vous le comprenez tout le temps, mais moi, j'ai du mal. Donc, cette situation aujourd'hui, selon vous, et ça, j'aimerais que vous essayiez de nous le dire de manière assez, précise et concise, qui en est responsable? De la crise ou de Macron? Cette crise agricole là qu'on connaît dans le pays aujourd'hui. Nous sommes tous responsables. Ah. J'entendais M. Bellamy, je l'ai trouvé très bien, je le cite lui parce qu'il me vient à l'esprit, très bien lors de la dernière campagne. Il avait fait d'ailleurs un score très bien, il était tombé comme un bonheur chez les Républicains. Mais là, quand je l'entendais, je ne sais où, donner des explications terrifiantes sur le sort des paysans, etc. Mais il oublie que, et qu'on aurait dû faire autrement, je ne sais quoi, mais il oublie que c'est M. Sarkozy, qui fut peut-être son lointain mentor, qui a décidé qu'un référendum refusé à 53 et quelques, 54% par la France sur l'Union européenne, était à jeter aux orties. Il nous a tous réunis à Versailles en congrès et nous avons tous été votés oui, pas moi, là où le peuple français avait dit non. C'est le même peuple qui nous élit. Donc je me suis dit, voilà, déjà quelqu'un. Mais il n'est pas le seul. Nous sommes tous, peut-être moi un peu moins, parce que je n'ai jamais accepté de faire ce qu'on m'obligeait à faire et que je ne comprenais pas. Par exemple, François Bayrou était venu faire une réunion à Lourdes, à l'époque nous étions ensemble, dans mon petit village, pour Maastricht. Et il y avait de grands noms. Vous imaginez aujourd'hui quand même des types qui ont fait campagne contre Maastricht, souvenez-vous de très 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 grands noms. Ils ont perdu de peu, et puis le second référendum a été gagné par le peuple. Mais on a tout changé. Donc, on se demande aujourd'hui comment tout ceci a pu arriver. C'est notre lâcheté. Nous avons été d'une lâcheté crasse, nous l'avons payé très cher parce que tous les pays, tous les partis ont disparu et maintenant nous sommes dans cette espèce de théâtre d'ombre où plus rien n'a de sens. Qu'est-ce que vous répondez, Jean Lassalle, à ceux qui expliquent que l'agriculture doit avant tout se plier aux exigences, je cite, du pacte vert que l'Europe promeut au nom de la sauvegarde de la planète? Que c'est la plus grande ânerie que j'ai jamais entendue. Et deuxièmement, c'est une véritable insulte qui est faite au monde paysan de l'ensemble de l'Europe et du monde. Le paysan ne se plie pas à des diktats de ce type. Qu'est-ce que c'est l'orientation verte? Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Non, je pense que d'abord, il faut revenir aux sources, nous en avons parlé au début. Le paysan a toujours nourri, qu'on le veuille ou pas, les hommes, ici comme ailleurs, et en trimant et en ne gagnant pas très bien sa vie. Il le faisait parce qu'il l'avait vu faire, et il était important qu'il le fasse, et il était fier de le faire, malgré tout. Tandis qu'aujourd'hui, avec la bureaucratie de Bruxelles qui a largement dépassé la bureaucratie soviétique, très largement, surtout au niveau de l'efficacité, eh bien, il peut se glisser comme ça des diktats, mais qui ne correspondent à rien. J'ai parlé tout à l'heure de la nature naturelle, mais que ceux qui l'aiment y aillent. Mais si vous laissez la nature sur laquelle les vaches doivent packager, des brebis, sur lesquelles on fait du bon fromage, sur laquelle on fait du cresson, on fait des salades, des betteraves, etc., vous la laissez envahir par les ronces. Moi, j'ai pas le temps de me retourner, que déjà les ronces sont poussées. Vous voyez, les arbres poussent tellement vite que dans certains villages, il y a certaines mémés qui ont peur qu'ils rentrent dans les cuisines et derrière elles, 2 sangliers qui sont cachés derrière. Vous voyez, c'est un petit peu imagé. Donc, je pense que
nous devons... Macron avait dit quelque chose de juste à un moment donné. Toutes les organisations internationales que nous avons mises en œuvre sont toutes dépassées. Il faut en créer de nouvelles. C'était vu. Mais qu'a-t-il fait? Et qu'ont fait les prédécesseurs qui ont permis à cette situation absolument intenable pour les paysans? Donc vous la comprenez, cette colère des agriculteurs aujourd'hui? Alors je la comprends et je dois vous dire, Eric, que dans un premier temps, elle me rend très profondément triste. Parce que quand je vois ce qu'ils font, quand je vois le mal qu'ils ont à se mettre dans l'idée qu'ils vont aller manifester, ils n'aiment pas manifester. Ils ont rarement manifesté. Quand ils l'ont fait, ça a été, et souvent ça a été des tragédies pour eux, ça a été des jacqueries. Mais ils n'aiment pas. Pourquoi, d'abord? Parce que quand ils partent, ils laissent la propriété toute seule. Il n'y a personne. Ni pour les rares, la personne qui peut-être y vit, ni pour le cheptel, ni pour tout ce qui fait la propriété. Et puis, il n'y aura pas quelqu'un qui va les remplacer pendant qu'ils sont dans la manifestation. Je suis triste qu'on les réduise à cette extrémité-là, qu'ils n'aiment pas. Et en même temps, comme quoi il y a le yin, le yang en tout individu, je suis joyeux et heureux et plein d'espoir de voir que ces hommes au bord du précipice funeste trouvent la force de se tenir debout et nuit et jour, d'aller sur les autoroutes et les ronds-points comme le firent il y a quelques années, il y a quelques mois, les Gilets jaunes, pour rappeler au peuple tout entier des éléments aussi évidents que une femme peut vivre seule aujourd'hui, avec 3 enfants et 500 €. J'allais vous demander quel est le revenu moyen d'un agriculteur, justement. Eh bien, on dit qu'il est de 500 €. Mon frère ne les fait pas au bout. Et pourtant, c'est un bon agriculteur. C'est un très bon, je ne veux pas faire de publicité, fabricant de fromage, puisque son fromage est régulièrement primé. Donc, c'est rien du tout. Mais il n'y a pas que là. Hein. Je dis, par exemple, un chauffeur de taxi m'a mené ce matin. J'étais à peine éveillé. Il a appris que j'allais... il écoutait l'émission où je devais aller. Et alors, il me dit, tiens, je vais vous montrer. Je suis propriétaire de mon taxi. J'ai la licence. Je suis installé depuis 20 ans. Regardez mon relevé de banque. Il était à découvert parce qu'on parlait du découvert. Il était à moins 800 ou 900 €. Il m'a montré le nombre de rappels de la banque en disant qu'on allait lui couper les comptes. Il m'a montré celui de sa maman, qui avait pris la retraite à 67 ans. Une retraite d'employé de bureau. Elle était à découvert de 300 €, elle aussi. Et il dit, elle ne l'avait jamais été. Donc, il n'y a pas que pour les paysans. Et ce qui m'amène à dire que la réponse qu'il faut faire après ce sentiment de tristesse, mais aussi ce sentiment d'espoir, mais c'est qu'il faut tous nous lever. Mon père disait, le premier moment pour résister, c'est toujours le premier. Mais les résistants ne se sont jamais levés en nombre. Il a fallu du temps. De Gaulle le savait. Il a su comment ça venait, doucement, doucement. Mais c'est en même temps irrésistible. Alors, allons les aider, allons les soutenir, ne prenons pas leur place. Ils ne veulent pas qu'on s'accapare de leurs problèmes. Ils veulent qu'ils soient soutenus. Donc, je demande officiellement à tous les députés, moi je l'ai fait du temps des Gilets jaunes, Les députés qui sont, au passage, cette semaine, augmenté leurs frais de 300 € par mois. Hein. Je ne commenterai pas parce que ça, c'est des ajustements qui arrivent parfois, pas toujours au bon moment. J'en ai peut-être fait l'objet moi-même, donc il ne faut pas non plus dire. C'est pas bien tombé, vraiment. Mais bon, écoutez, c'est vraiment pas bon. Mais revenons à l'essentiel, bien que ça en fasse partie, parce que je voudrais surtout pas qu'on croie que maintenant que je ne le suis plus, je ne veux plus m'auto-flageller. Bon. Il est très important que chaque député, dans sa circonscription, que chaque sénateur aille à la rencontre de ces agriculteurs, paysans. Il est très important que les préfets y aillent, mais qu'ils y aillent uniquement eux-mêmes. S'ils y vont avec le casque et l'uniforme, ça fera bien, parce que le paysan aime la dignité aussi.
Et il aime qu'on le traite avec égard. Et je crois que déjà, si ce dialogue s'installe, on va gagner du temps pour comprendre. On commençait à comprendre du temps des Gilets jaunes, jusqu'au moment où on a vu arriver, ils ne sont pas arrivés tout seuls, ni par l'opération du Saint-Esprit, les Blacks. Mais oui, parce qu'on parle de moments, comment Les Blocs Blacks, les Black Blocs. Les Black Blocs, oui. Comment vous expliquez justement que ça éclate seulement maintenant, cette colère, et que ça s'est pas éclaté avant? Parce que, une fois de plus, on a touché au fioul. Or, c'est la petite variable d'ajustement qui fait que... La goutte d'eau, quoi. La goutte d'eau, qui fait la goutte de fioul, qui fait déborder le vase. Et puis, ça a grondé depuis longtemps. Mais ils ont été à reculons. Ils ont été sans leur syndicat d'origine, la FNSEA, parce que maintenant, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour essayer de remettre la FNSEA au milieu du jeu, parce que sinon, ils sont livrés à eux-mêmes, un peu comme le furent les Gilets jaunes. Alors moi, je dis, en même temps, faites ça, pour les protéger. Il faut vous protéger, parce que sinon, vous allez avoir le même sort que les Gilets jaunes. Et ne faites pas de différence. Être gilet jaune, c'était pas infâme, ni infamant. Vous n'aviez pas le temps d'y aller. Eh bien, aujourd'hui, soyez rejoints par eux. Et à cet instant, je voudrais être solennel. Un moment, comme je l'avais été à l'Assemblée nationale, au départ des Gilets jaunes, et j'ai fait un appel, j'ai dit au président de l'Assemblée qui voulait m'interrompre, c'était le discours le plus important de ma vie. J'ai dit à tous les députés, il est encore temps, allez-y tous, que les sénateurs y aillent, que les préfets y aillent avec leur képi, parce que les agriculteurs aiment la dignité et connaissent de l'égard. Et du respect. Et du respect à leur rencontre. Et vous verrez, beaucoup de choses sont susceptibles de s'arranger. Vous n'avez pas de réponse à donner parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui tellement c'est complexe. Donc vous voulez gagner du temps. Ce temps sera perdu. Et en même temps, je dis, méfiez-vous. Des médias dont nous avons parlé tout à l'heure, ils sont en service commandé. Les sondeurs aussi. Ils vont montrer qu'il y a vraiment une adéquation entre l'ensemble des Français et votre lutte. Et puis petit à petit, ça va se distendre. Et puis petit à petit, on va revenir les Black Blocs, venus d'on ne sait où. Moi, j'ai jamais su, j'ai posé une question à l'Assemblée là-dessus. J'ai jamais eu de réponse. Qui était-il et d'où venait-il pour mettre une pagaille pareille? Ce qui fait qu'il n'y a plus une seule manifestation aujourd'hui sans débordement, alors que la France pouvait s'enorgueillir d'avoir de grandes manifestations qui se tiennent dans le respect et la dignité. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, messieurs les députés, messieurs les sénateurs, si vous voulez éviter, j'ai été comme vous, peut-être que je vais le redevenir, parce que je ne peux plus supporter ce qui se passe, et que le combattant est fait pour combattre jusqu'à son dernier souffle, parce qu'après, il aura tout le reste, qu'il soit au ciel s'il y croit, ou sous terre s'il y croit aussi, pour se reposer. Donc je dis, allez-y, et chers amis, ne vous laissez pas tromper. Parce que comme il n'y a pas de réponse simple, on va vous lanterner. Monsieur Macron va dire qu'il va encore réunir... C'est quoi la marge de manœuvre, justement, dont dispose le gouvernement? Elle est peut-être pas... Elle est importante ou pas? Parce que finalement, c'est l'Europe, on l'entend beaucoup, qui décide de beaucoup de choses maintenant. Non, mais le gouvernement n'en a aucune. Et à vrai dire, je ne voudrais pas dramatiser, je me demande quelle est la marge de manœuvre de l'Europe. Nous sommes tellement endettés. Vous savez, à un moment donné, on disait, mais au fond, on pourrait défaire l'Europe et chacun se retrouver dans l'Europe des nations que souhaitait le général et que je souhaite aussi. Mais avec l'endettement du quoi qu'il en coûte, l'endettement était déjà abyssal avant, hein, mais du quoi qu'il en coûte, tout ce que nous avons emprunté ensemble, mais à qui nous remboursons dans ce monde de la finance archi-mêlée. Donc, c'est un casse-tête pour lequel ils n'ont pas de réponse. Alors, comme je ne veux pas être un pessimiste parce que je ne le suis pas, et que j'aspire à être le président de ce pays, je pense qu'il faut d'ores et déjà préparer nos esprits et ceux de nos enfants, qui seront plus courageux que nous et qui n'auront pas de difficultés, à
rentrer dans une nouvelle dimension. La dimension où l'homme retrouve l'homme, où le citoyen renaît, où l'homme présente de vrais projets auxquels on se tient. Pas des programmes. Un projet, c'est beaucoup plus large. Le programme, c'est refaire la baie vitrée, c'est mettre des vitres anti-bruit, faire tenir la cheminée de la maison. Le projet, c'est retaper la maison tout entière pour que toutes les générations puissent s'y retrouver. Nous avons besoin de reconstruire cela, d'abord en France. Parce que la France a parlé au monde entier. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.